Bonjour à tous, c'est 10 heures pile. On est en direct pour l'étape lyonnaise du FinTech Tour. Donc forcément, on n'est pas tous réunis. On est derrière nos écrans respectifs du fait du contexte, mais on est quand même là. Cette étape lyonnaise du FinTech Tour, c'est la 3e fois qu'on est heureux de l'organiser avec le Hub 612 et Finance Innovation. On voulait cette année le faire chez Hachette pour faire un lieu nouveau. Donc le thème en fait de cette matinée est lié également à Hachette. C'était sur le thème de la culture de la finance. On voulait effectivement lier l'ADN de Hachette qui était vraiment sur la culture et nos expertises sur la finance. Donc pendant 1h15 jusqu'à 11h15 à peu près, on va parler ensemble culture financière. Je vais donner la parole à Cédric Gnotin, le directeur du Hub 612, qui va dire quelques mots, puis Hugo également de Finance Innovation introduira cette matinée. Eh bien, bonjour à chacune et chacun. Je suis donc Cédric Gnotin, directeur du Hub 612. Le Hub 612 est une filiale de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes et c'est surtout un incubateur et un accélérateur de start-up fintech, de start-up insurtech et puis aussi de start-up qui évoluent dans le champ de la transformation numérique des grandes organisations ou B2B services. Alors, quels sont les métiers du Hub 612 ? On peut les compter au nombre de 3. Le premier métier, c'est de l'accompagnement d'entrepreneurs. Un accompagnement centré sur l'humain à travers des missions de consulting, à travers du coaching et aussi à travers la constitution et l'animation de boards stratégiques pour les startups que nous accompagnons. Le deuxième métier est un métier d'hébergement et d'émulation dans des lieux de coworking, des lieux à Lyon, à Grenoble. Et puis, nous avons la joie d'être partenaire de Hachette et de son équipe où nous hébergeons aussi des entreprises dans ce lieu totem de la French Tech. Et c'est toujours une joie de travailler avec les équipes d'Hachette et de Cédric Denoyer. Et puis, notre troisième métier, c'est l'investissement en ultra-amorçage, mettre des petits tickets très, très tôt dans la vie des startups pour pouvoir faire effet de levier et très vite passer à l'échelle. À ce jour, le Hub 612, c'est une 50aine de startups accompagnées et une 15 investissements en ultra-amorçage, seuls ou en syndication. Alors, je suis très heureux de cet événement FinTech Tour aujourd'hui à Lyon. Comme le disait Pauline, c'est le 3e que nous organisons. Et ça fait toujours plaisir d'être partenaire du pôle Finance Innovation, qui nous fait également confiance comme étant un acteur reconnu de la FinTech en nous confiant l'animation des différents comités de sélection pour le pôle Finance Innovation, donc dans le quart sud-est de la France. Et puis, je suis aussi heureux que cet événement ait lieu parce que ça montre que la FinTech est une thématique qui bouge en région Auvergne-Rhône-Alpes. Et à ce titre, nous allons, alors je fais un peu de teasing, nous allons prochainement lancer une toute nouvelle communauté FinTech, une communauté que l'on développe en partenariat avec la French Tech One Lyon-Saint-Étienne et French Tech in the Alpes, une communauté qui va réunir un grand nombre d'entrepreneurs FinTech de la région et qui se voudra très proactive. Donc voilà, Pauline, la présentation rapide du Hub 612. Très heureux de participer à cet événement. Très heureux que nombre d'entre vous soyez connectés. Et je vous souhaite un bon moment. Merci beaucoup, Cédric. Merci Cédric. Donc pour vous dire 2 mots avant de vous dire 2 mots sur le pôle Finance Innovation, je voudrais quand même remercier H7 et le Hub 612, même si l'événement n'a pas pu se tenir comme on l'aurait souhaité et se tient de manière digitale. Voilà, on aurait vraiment aimé aller à votre rencontre directement à Lyon. Donc nous, le pôle Finance Innovation, on est un pôle de compétitivité mondiale qui a été créé par l'État en 2007. On a pour vocation de fédérer l'écosystème financier afin d'y faire émerger l'innovation au service de la compétitivité. Notre activité se divise en 6 filières stratégiques qui sont l'immobilier, la banque, l'assurance, la gestion d'actifs, la finance durable, anciennement économie sociale et solidaire, et enfin les métiers du chiffre et du conseil, filière dont je suis chargé. Pour en revenir à notre rôle d'animateur et fédérateur de cet écosystème, la concrétisation de cette mission, c'est la mise en place d'une offre qu'on a mis en place récemment, le F2F, le B2B des FinTech. C'est un book qui a été créé par nos membres, pour nos membres, qui contient des offres spéciales ou des propositions de partenariat. Vraiment, voilà, dans le but d'encourager le networking et créer des opportunités business pour nos membres, en complétant leurs offres les uns les autres.
La stratégie du pôle se décline en 3 ambitions stratégiques. La première, c'est d'accélérer les fintechs et projets innovants à travers, dans un premier temps, un appel à projets qui nous permet d'identifier les innovations. Et les meilleurs projets passent devant un comité de sélection, comme celui dont s'occupe le Hub 612 à Lyon pour la région sud-est, et reçoivent ou non le label Finance Innovation, gage de confiance et de crédibilité dans l'écosystème. Notre deuxième mission, c'est de contribuer à la transformation digitale et durable du secteur financier via l'accompagnement des grands groupes partenaires du pôle. Ça passe par la création de synergies entre ces grands groupes et d'autres acteurs avec lesquels ils n'ont pas forcément l'occasion d'échanger, mais aussi l'organisation de groupes de travail, de la rédaction de livres blancs, desquels ressortent des domaines d'innovation prioritaires, entre autres. Et enfin, dernier axe, c'est de permettre à la finance innovante d'être au service des territoires. C'est la raison pour laquelle on organise le FinTech Tour. On a observé ces dernières années que la dynamique FinTech en dehors de la capitale est de plus en plus importante, notamment à Lyon avec des acteurs comme le Hub 612. Et l'objectif du FinTech Tour, c'est donc de partir à la rencontre de ces écosystèmes locaux pour identifier les problématiques et faire émerger des acteurs innovants comme ceux que vous allez voir aujourd'hui qui sont pour la plupart implantés à Lyon et qui ont l'habitude de travailler avec le Hub 612. Donc voilà pour l'objectif un petit peu de ce FinTech Tour. On est assez déçus, comme le disait Pauline, de ne pas pouvoir organiser cet événement en physique. L'année prochaine, on l'espère, ce n'est que partie remise. Absolument. Et pour maintenir un côté interactif, vous avez le chat effectivement sur la droite. Certains d'entre vous ont déjà commencé à se dire bonjour. On est plus de 70 là actuellement connectés. Moi, je vais être présente tout au long des tables rondes. Donc, je lirai vos questions et ne manquerai pas de les poser aux intervenants lorsqu'elles seront pertinentes pour maintenir un maximum d'interaction entre vous et nous. On va commencer avec une prise de parole qui était censée être une keynote. On a hésité à maintenir la keynote en version digitale, mais Arthur et Grégoire de France Barter étaient motivés pour tenter l'exercice. Donc, je vais inviter Hugo et Cédric. Merci beaucoup de l'introduction. On se reverra à la fin pour faire un petit mot de conclusion. Puis Hugo, tu animes la table ronde numéro 1 avec Euler Hermès et Agicap. Donc, Arthur et Grégoire qui sont ensemble au Hub 612 dans une autre salle du Hub 612. On va vous laisser la parole. Merci beaucoup Cédric, merci beaucoup. Merci. Tout à l'heure. Les garçons, je sors également de scène et je vous laisse la parole. On est là. Salut tout le monde. Bonjour à tous. Tout d'abord, merci de nous avoir conviés pour participer à ce FinTech Tour. On remercie particulièrement le Hub 612 qui nous accompagne et aussi le pôle Finance Innovation. Donc, je suis avec Arthur Barr, cofondateur de France Barter, et moi-même. Et on va vous présenter aujourd'hui France Barter. En fait, France Barter, on a créé cette start-up qui est un réseau d'échange interentreprises de biens et de services. Et donc, on propose un mode de financement alternatif aux entreprises en leur permettant de financer des achats sans faire de sortie de trésorerie, mais directement en échange de leur cœur métier et de leur actif disponible. Donc, nous, en tant que FinTech qui proposons un mode de financement alternatif, on va s'intéresser aujourd'hui aux différentes sources de financement alternatif et on va voir ensemble si les entreprises sont prêtes pour passer sur ces modes de commerce alternatifs et trouver donc des sources de financement et de développement alternatifs. Tu peux basculer sur le slide, Arthur. On n'est pas sur le slide. OK. Donc, non, celle-là. Excusez-nous. Donc, juste un petit point sur le contexte actuel. Donc, bien entendu, nous, on traverse une période de crise économique. Dans nos contacts de nos membres, on fédère un peu plus de 1600 sociétés. Et parmi tous ces membres, eh bien, c'est très fréquent que les entreprises nous font part de leur problématiques de trésorerie, puisqu'elles font face à des diminutions de stock, de vente et des problématiques de stock en vue du contexte. Elles ont des manques de liquidité. Et malgré les aides de l'État, ce qui est à craindre, et ce que les chefs d'entreprise craignent, c'est bien sûr cet effet de rattrapage. Cet effet de rattrapage qui va consister à rembourser les créanciers suite à ces aides. C'est pour cette raison que donc, les entreprises se doivent d'être agiles et de faire preuve d'agilité et trouver des sources de financement alternatifs. Alors, on va citer quelques sources de financement alternatifs qui sont désormais très connues du grand public, à savoir l'affacturage, également de crowdfunding. Donc, crowdfunding, pour rappel, c'est de l'appel à l'épargne publique.
on veut permettre aux investisseurs de flécher leurs investissements dans des projets qui leur tiennent à cœur. Donc, il y a eu 14 milliards de financement sur ces plateformes de financement participatif. Cela dit, on peut s'intéresser sur le quid du BFE, c'est-à-dire que ces solutions, elles permettent en partie de financer ce qu'on appelle du haut de bilan et pas forcément du bas de bilan. Et donc, les entreprises se doivent à ce jour d'avoir des systèmes de financement alternatifs pour financer ce que l'on appelle du besoin en fonds d'exploitation et vraiment financer de l'activité. Alors, on peut s'interroger sur ces sources de financement qui permettent d'optimiser le besoin en fonds d'exploitation. Et nous, on s'est intéressé à un modèle qui est assez méconnu, mais qui se trouve en Suisse, qui s'appelle le modèle VIR, qui propose un système basé sur une monnaie complémentaire et qui permet concrètement aux entreprises situées sur un territoire donné en Suisse de pouvoir faire du troc entre elles, c'est-à-dire échanger des services, des biens et des services entre elles sans faire de sortie de trésorerie. Donc, ça leur permet de financer leur développement sans sortie de cash en contrepartie de ventes futures. Donc, il faut savoir que ce VIR, donc ce mode de commerce, est né en Suisse juste après la Seconde Guerre mondiale, lorsqu'il y avait donc une grosse crise économique, et on constate que l'utilisation du VIR, eh bien, elle est en corrélation avec la crise économique, c'est-à-dire que plus les entreprises font face à des problématiques de trésorerie, plus le VIR, donc cette monnaie complémentaire, est injecté dans l'économie suisse. Donc, désormais, le VIR, c'est une banque. Ils ont réussi à avoir un agrément bancaire. Ils fédèrent un peu plus de 60 000 PME. C'est-à-dire qu'une PME sur 5 utilise ces modes de commerce. Et c'est vraiment qualifié comme un booster de l'économie réelle puisque cette monnaie complémentaire est injectée au sein même de l'économie suisse et n'a pas vocation à être thésaurisée et donc réinjectée rapidement au sein des PME situées sur un territoire. Donc, on peut se demander si ce modèle de VIR est un cas unique, un cas à part, ou est-ce qu'il y a vraiment une volonté de changement et si l'heure est à la collaboration. Donc, on voit dans les modèles B2C qu'il y a de grandes tendances dans l'économie de partage, notamment les grandes anciennes Blablacar, Vinted, etc., qui montrent qu'il y a quand même une ambition des gens au changement pour trouver des solutions alternatives, et notamment de collaboration. Eh bien, nous, on va vous parler de l'exemple de nos structures. Donc, on a lancé France Barter et c'est Arthur qui va vous expliquer cela et qui va donc pouvoir vous donner une réponse si, selon lui, eh bien, les entreprises sont prêtes à passer le pas pour trouver des sources de financement alternatives. Merci Grégoire, bonjour tout le monde. Du coup, comme vous avez compris, on développe un des systèmes financiers alternatifs. Donc, on n'est pas le seul, il y a toute une myriade de systèmes qui se développent en ce moment. Donc, France Barter, c'est assez simple, c'est une plateforme de troc inter-entreprise en ligne. On va pas passer 2 heures dessus, allez voir sur notre site web, c'est très bien expliqué. Notre proposition de valeur, elle est très simple. Les entreprises s'inscrivent sur la plateforme et remplacent des achats par des échanges. Donc, elles font du troc, elles payent avec leurs propres produits et services ou le payer avec leur liquidité. Et tout ça, c'est donc, comme le dit Grégoire, c'est la diversité des systèmes de financement. Et pour faire une analogie qui est assez parlante, en fait, les économies qu'on a construites jusque-là, elles sont donc hyper mondialisées, elles sont très efficientes, tout est en flux tendu, il n'y a pas de stock. Et le problème de ce type de système, c'est que quand il y a quelque chose qui casse quelque part, tout casse. Et on l'a vu avec cette crise financière, s'il y a un rouage de la chaîne de production qui marche plus, et le système entier menace de s'effondrer. Et en fait, on peut faire une analogie de ce système de production au système financier, qui est pareil, qui est mondialisé, qui est hyper intermédiaire et qui est beaucoup trop global. Et en fait, le France Barter, ça vient montrer, et tous les systèmes financiers alternatifs, que comme dans n'importe quel système vivant, d'ailleurs, il faut de la diversité. Par exemple, on peut prendre un exemple. Vous avez tous des ordinateurs. Si tout le monde utilise Windows et qu'il y a un virus, et pas tous les ordinateurs plantent. Alors que s'il y a différents systèmes d'exploitation, on peut, avec cette diversité, parer plus facilement différentes crises. Et c'est tout le sujet de cette introduction, c'est de dire, voilà, les systèmes monétaires, plus ils sont diversifiés, plus ils sont variés, plus ils sont prêts à faire face aux crises et aux difficultés. Et voilà. Merci à tous. Je laisse Pauline prendre la suite. Et juste un petit mot pour conclure. Donc, on voit clairement nous que durant ce contexte actuel, il y a eu une hausse assez significative du volume d'échanges sur la plateforme France Barter, un trafic qui a été multiplié par 3, ce qui prouve que dans un contexte de crise, les entreprises sont bien prêtes à passer le pas
et à s'orienter vers des sources de financement alternatives. Je confirme qu'effectivement, avec le contexte, on a une écoute qui est bien plus importante que d'habitude et qu'on a des boîtes, des secteurs classiques qui rejoignent France Barter, des chambres de commerce qui nous demandent d'ouvrir des communautés. Et donc, pour répondre à Equinox, oui, les gens sont prêts au système monétaire alternatif. Du coup, on constate une nette accélération. Et merci à tous. Merci les garçons. Merci. On va faire la transition justement en parlant de B2B avec Euler Hermès et Agicap qui collaborent ensemble depuis quelques temps déjà. Donc, je vais inviter Clément et Michael et Hugo à monter sur scène pour ce premier regard croisé sur justement les solutions qui existent pour les entreprises pour les aider à optimiser leur gestion financière. Hugo, Clément, Michael, je pense que vous êtes tous là. Il manque juste Michael qui ne devrait pas tarder, qui était tout à l'heure présent. Est-ce que Michael, tu peux nous rejoindre et monter sur scène? Ne doit pas être là. Hugo, je te laisse peut-être introduire à la limite la table ronde le temps que Michael arrive. On attend quelques secondes. Oui, alors en attendant, peut-être que Clément, tu peux commencer par te présenter toi, ainsi qu'Agicap, en attendant l'arrivée de Michael qui fera de même après toi. Bien sûr. Merci déjà beaucoup à vous de nous avoir invités et de nous avoir proposé d'intervenir sur cette table ronde. Hyper intéressant dans le contexte de volatilité et d'incertitude qu'on connaît tous. Du coup, de se poser la question de savoir quelles sont les bonnes pratiques, qu'est-ce qu'il faut faire pour s'assurer de maintenir son business à flot. Donc moi-même, je suis l'un des associés fondateurs d'Agicap. Agicap, c'est quoi? C'est une start-up lyonnaise qui a aujourd'hui 4 ans d'existence, qui fête sa 4e bougie et qui, avant de développer, nous sommes le premier acteur à avoir développé une solution aidant l'entrepreneur à gérer sa trésorerie. Gérer sa trésorerie, ça veut dire quoi? Ça veut dire anticiper, avoir un œil sur son évolution dans un jour, une semaine, un mois, pour ne pas se laisser surprendre. Tâche qui est fastidieuse à faire sur Excel. Donc, Agicap est une solution en SaaS, B2B, qui a vocation à remplacer cet Excel pour donner la sérénité à l'entrepreneur d'une gestion de trésorerie maîtrisée. Donc, c'est 3000 entreprises aujourd'hui clientes sur tout le territoire. C'est plus de 200 entreprises clientes en Allemagne avec un bureau qui a été ouvert le 1er août de cette année et une croissance à 3 chiffres sur cette année. Donc voilà pour une rapide présentation et on aura l'occasion, j'imagine, de rentrer dans le cœur de la proposition de valeur. Bien sûr, on aura l'occasion d'en rediscuter dans un deuxième temps, notamment de votre collaboration avec Euler Hermès. J'ai vu Michael qui venait qui est apparu et qui a disparu. Ah, il apparaît de nouveau. Vous m'entendez? Oui, très Bonjour bien. Michael, ouais. Bonjour à Très tous, bien. désolé pour ce petit contretemps, problème de téléphone qui m'a lâché. Pas de souci. On en a un deuxième. Bonjour à tous. Bon, Michael, je t'invite comme Clément à te présenter ainsi que Euler Hermès. Voilà. Très bien. Bonjour à tous. Donc, Euler Hermès, donc nous sommes leader mondial de l'assurance crédit. L'assurance crédit, c'est quoi? C'est une manière de sécuriser les échanges commerciaux entre un fournisseur et son client. Donc, lorsqu'un fournisseur accorde un délai de crédit en B2B à son client, il prend un risque d'impayé par rapport à la solvabilité de son client entreprise. Et nous, on est là en tant qu'assureur pour couvrir ce délai de paiement, donc ce risque d'impayé, au travers d'une garantie d'assurance. Voilà. Et donc moi, je suis en charge de tous les projets digitaux au sein de l'Hermès France. D'accord, merci Michael. Question pour tous les deux, en quoi la solution que vous proposez, elle peut aider les entreprises à améliorer leurs indicateurs financiers? Michael, je t'invite à parler rapidement de TradeScore et en quoi des solutions comme Agicap peuvent permettre d'améliorer justement ces indicateurs.
Merci Hugo. Oui, donc TradeScore, c'est une plateforme qui permet à n'importe quelle entreprise française et bientôt internationale de venir se connecter pour obtenir sa notation ELER-Hermès. Il faut savoir que nous, on a un système où on va noter les entreprises pour justement pouvoir accorder des garanties à leurs fournisseurs qui sont nos assurés. Et donc, on a voulu être transparent avec les entreprises et donc leur permettre de venir consulter leur notation de manière, dans un premier temps déjà, de manière très pragmatique, à pouvoir influer sur cette notation et nous demander une révision de la notation en nous transmettant des informations sur elle, à savoir par exemple son bilan, un prévisionnel de trésorerie, une situation intermédiaire. Toutes ces informations, ce sont des informations qui peuvent nous aider à revoir notre position et donc à mieux scorer, si je puis dire, ces entreprises pour être plus justes. Mais TradeScore, c'est pas que ça. C'est aussi une plateforme qui permet à une entreprise de se comparer sur son secteur d'activité à tous ses pairs, donc à toutes les autres entreprises, et d'avoir un peu une vision globale, de prendre du recul et de se dire, voilà, sur quel ratio financier est-ce qu'aujourd'hui je suis bon par rapport aux autres entreprises de mon secteur, sur quel ratio financier est-ce que je dois m'améliorer pour justement être meilleur. Et enfin, c'est aussi une manière d'obtenir de l'information sur une entreprise. C'est-à-dire que à chaque fois que je vais déposer de l'information donc sur mon entreprise pour revoir ma notation, je vais aussi obtenir un jeton. Ce jeton, il va me permettre de consulter de l'information financière, de solvabilité financière sur n'importe quel partenaire de mon écosystème. Et on sait que dans les avec la crise qu'on subit, c'est important de bien connaître les gens avec qui on travaille pour être sûr, pour être garanti que on est dans une relation commerciale qui est pérenne. Merci. Et au-delà de cet aspect scoring, est-ce que vous pouvez parler en quoi, Clément, dans un premier temps, en quoi l'utilisation d'Agicap va permettre d'optimiser cette notation par l'amélioration des performances et la valeur ajoutée de votre partenariat entre Agicap et ELER-Hermès pour les entreprises? Ok, oui, bien sûr. Donc, Michael l'a dit, l'information, c'est la clé, surtout dans un contexte qu'on connaît tous, qui est un contexte où les cartes sont rebattues. Dans la mesure où les contreparties avec lesquelles vous travaillez, qu'ils soient vos clients, qu'ils soient fournisseurs, il y a aujourd'hui, on est en suspens et il y a une potentielle insolvabilité ou tout du moins des difficultés de ces contreparties à pouvoir vous payer à temps, ayant eu accès à un financement ou pas. Et en fait, l'information, elle est hyper importante pour pouvoir juger du risque que j'ai à me voir décaler tel ou tel paiement. Et le risque, notamment d'un point de vue cash, d'un point de vue trésorerie. Franter en a parlé, Michael vient d'en parler. L'objectif dans le contexte actuel, c'est d'être conservateur. C'est de se préparer au pire en espérant qu'il n'arrive pas, mais c'est le meilleur moyen de s'y préparer. Et pour cela, ça nécessite d'avoir un minima sous les yeux l'évolution de sa trésorerie à venir pour pouvoir dire je suis à risque à tel horizon parce que j'ai telle contrepartie qui doit me payer et peut-être qu'elle va être en difficulté de le faire ou non. J'ai une baisse d'activité qui a tel impact sur mon cash. Est-ce que ça me met à risque ou non? Donc nous, en fait, on a développé une solution qui permet d'avoir le cash au cœur du pilotage de son activité. Agicap, c'est une prévision de trésorerie. Donc on se projette des ventes et on se projette ses charges, chaque entrepreneur ayant les charges qui sont les siennes en fonction de sa maturité d'entreprise et un volume d'affaires à venir en fonction du nombre de contreparties avec lesquelles il travaille. Et ce qu'on va faire, nous, ça va être d'automatiser la mise à jour de ce prévisionnel en temps réel. On va se connecter, se synchroniser au compte bancaire de l'entrepreneur pour qu'en temps réel, il voit l'évolution de son prévisionnel et qu'il sache s'il est à risque ou non à tel horizon. Et enfin, dernier élément, on va pouvoir modéliser l'impact en trésorerie d'une hypothèse de son choix. Exemple, telle contrepartie, le client Michel me doit de l'argent dans 15 jours, il me paiera que dans 45 jours, il m'a appelé, quel est l'impact sur ma trésorerie? Je peux comparer et voir si je suis à risque ou non pour, si oui, prendre une action correctrice de type affacturage, recouvrement, financement bancaire. Donc Agicap lui donne l'opportunité de prendre les bonnes décisions en anticipation du risque. Et du coup, ça devient un véritable outil de gestion de l'entreprise
par le cash. Et donc, naturellement, avec Michael et Euler Hermès, on a vu qu'une fois qu'on avait un outil de pilotage par le cash, il y avait une nécessité d'intégrer de la donnée. Donc ça, c'est ce que l'on fait sur la partie prévisionnelle, à savoir les échéanciers notamment à payer, à venir, et connaître le risque relativement aux payants de ces échéances. Et donc, comme je l'ai dit, l'information sur la solvabilité des contreparties est importante. Et c'est là où, avec TradeScore, naturellement, nos propositions de valeur étaient totalement alignées dans cette période de volatilité et où la prise d'information est importante, pour pouvoir mélanger justement un niveau de risque évalué sur Agicap avec un scoring côté Euler Hermès qui permet de conforter ou non ce risque et donc d'entamer une action correctrice, comme je l'ai dit, pour limiter ce risque. Donc voilà un petit peu pour vous donner la teneur de notre partenariat qui prend du sens pour aider les dirigeants à mieux gérer leur entreprise. N'hésitez pas, je dis juste un mot, n'hésitez pas à poser vos questions. On essaiera d'y répondre 5-10 minutes en fin d'entretien. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. On a justement eu une question, je l'ai bien notée, je vous la poserai tout à l'heure à la fin de votre intervention. Pour rebondir sur ce que vous disiez, Clément, vous avez mentionné la solvabilité et la gestion en temps réel. C'est des aspects qui ont été accentués par la crise du Covid. Comment les entreprises peuvent gérer au mieux ces deux aspects? Alors, la solvabilité et la gestion du cash. Ok, alors je vais répondre à votre question en vous donnant une recommandation qui est, si vous faisiez des prévisions de trésorerie tous les 3 mois, voire tous les mois, la préconisation, étant donné le niveau d'incertitude et de volatilité économique, c'est de réduire cette fréquence de mise à jour à la semaine, voire au jour. Donc, il faut avoir un prévisionnel de trésorerie à jour le mis à jour le plus fréquemment possible. Pourquoi? Parce que le niveau de prédictabilité des choses est de plus en plus difficile. Et donc, en mettant à jour à fréquence plus régulière son prévisionnel, on est en capacité d'anticipation, de réaction plus rapide. Et aujourd'hui, une position attentiste n'est plus envisagée. On ne peut plus avoir les chiffres en tête puisque en fait, on ne maîtrise plus ce qui peut arriver dans un mois. Ce qui se passait hier n'est plus d'actualité demain. Peut-être pour certains de vous, l'activité a été diminuée de 10% uniquement, ou peut-être pour certains de 30%, peut-être d'autres 70%, peut-être même certains sont fermés, légalement ont eu l'obligation de fermer. En fonction du niveau d'impact que la crise a aujourd'hui ou pourrait avoir demain, ce que l'on recommande, c'est de mettre à jour vos prévisions de trésorerie. Donc réduisez l'idée d'une prévision de trésorerie, c'est d'être conservateur, c'est pas de se mentir en tant qu'entrepreneur, c'est quelque chose qui est un travail pour vous dans votre gestion. Donc vous réduisez vos prévisions de trésorerie, vous partez de votre dernier Excel si vous le souhaitez. Au niveau des charges, dans un deuxième temps, vous faites l'évaluation de toutes les charges que vous avez en projetant ce que vous payez les semaines auparavant, et puis vous voyez sur lesquels vous avez un certain levier pour réduire ces charges-là. Donc pour répondre à votre question, Hugo, ce que je recommande, c'est vraiment, dans cette période actuelle, de repartir de son dernier prévisionnel de trésorerie, de faire des prévisions moindres sur la partie vente et de faire avoir un vrai détail sur ses charges, et puis de mettre à jour à fréquence le plus régulière possible ce prévisionnel afin d'être en capacité d'anticiper tel ou tel risque. Merci Clément. Michael, la solution LRMS, elle est plutôt orientée sur la protection du post-client qui est devenu un sujet clé en cette période de Covid qui a été lui aussi accentué. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des solutions qui sont justement à disposition des entreprises en cette période? Oui, bien sûr. Alors, c'est là qu'on est complémentaires, c'est vrai, parce que donc la solution de Clément, elle est super vraiment pour piloter son entreprise et vraiment de l'intérieur voir finalement comment je vais traverser cette crise. Nous, chez l'RMS, on va plutôt regarder l'environnement extérieur, c'est-à-dire qu'on va se projeter, on va se dire comment est-ce que je m'insère, comment est-ce que je me protège, comment je vis en tant qu'entreprise dans l'écosystème d'aujourd'hui commercial inter-entreprise. Il faut savoir que le crédit inter-entreprise, donc c'est ce levier de financement qui est accordé entre entreprises, aujourd'hui, ça représente sur le marché français 700 milliards d'euros de transactions. C'est 3 fois supérieur au crédit bancaire court terme, qui lui est à peu près de 240 milliards d'euros. Et donc, on voit, ça en fait le premier levier de financement des entreprises. Donc,
Ce crédit interentreprise, il est important, il est indispensable pour que toute la chaîne d'alimentation, la supply chain finalement des entreprises puisse être viable. Et nous, en tant qu'assureurs, on vient justement garantir finalement et sécuriser toutes ces transactions pour maintenir finalement ces entreprises, un climat de confiance entre ces entreprises pour qu'elles continuent à commercer entre elles. Dans cette situation de crise, on voit que la situation n'a jamais été aussi tendue. La solvabilité des entreprises est mise à rude épreuve. L'État vient apporter un certain nombre de garanties qui permettent aussi de pérenniser cette partie-là. En tant qu'assureur, on sait qu'on a un rôle prépondérant à jouer au sein de cet écosystème-là, et on vient justement conserver déjà un certain niveau de garantie, et donc ça, c'est des choses qui est travaillées aussi avec l'État pour justement pérenniser cette partie-là et continuer à couvrir les entreprises de manière à ce qu'on maintienne finalement cette capacité de crédit qui est accordée entre les entreprises. Nous, ce qu'on voit, et globalement, hein, c'est que il y a de plus en plus d'incertitudes au sein de cette crise, notamment du fait que toutes les cartes sont un peu rebattues, notamment, je vais vous dire, un dernier bilan aujourd'hui d'une entreprise de 2019, il aura sûrement rien à voir avec celui de 2020. Et pour nous, c'est très important que chacune des entreprises puissent travailler en confiance avec les autres. Et pour ça, on a besoin de mieux connaître, de mieux appréhender la situation de chacune d'entre elles. Et donc, TradeScore est vraiment une plateforme centrale aujourd'hui dans notre stratégie, dans cette stratégie de maintien de ces niveaux de garantie. Et donc, j'invite vraiment toutes les entreprises qui le peuvent ou qui le souhaitent ou qui en ont besoin à venir discuter avec nous au travers de cette plateforme digitale qui est très simple d'utilisation. C'est vraiment, on s'inscrit en quelques clics, on obtient, on a la capacité de déposer les informations très facilement. On obtient du coup toutes les informations dont je vous ai parlé aussi en quelques instants. Et derrière, ça donne vraiment de la visibilité pour tous. Voilà, donc si vraiment j'ai un mot à dire par rapport à cet environnement d'aujourd'hui, cet écosystème dans lequel on évolue, c'est que la transparence est quelque chose de primordial pour pouvoir avancer plus sereinement. Mickaël, je rebondis sur l'exemple que vous donniez entre la différence du bilan entre 2019 et 2020 pour vous poser la question qui a été posée par Pierre Dupuis. Dans le contexte actuel, justement, est-ce que vous tenez compte de la dégradation de la situation et donc de la notation de presque toutes les entreprises, et cela ne risque-t-il pas d'aggraver la perte de confiance? Alors, on fait des analyses au cas par cas, hein. On est toujours, on regarde chaque entreprise de manière individuelle quand on le peut. Évidemment, on va tenir compte de tendances, on va dire, sectorielles par rapport à différentes choses qui peuvent se passer, mais nos analyses restent vraiment de manière très spécifique et localisée en fonction de la situation de chacune des entreprises. C'est pour ça que, comme j'insiste, on a besoin d'avoir le plus d'informations possible sur chacune des entreprises pour pouvoir prendre les décisions qui sont les plus justes par rapport à leur notation. Merci. Et pour conclure, tous les deux, en deux mots, si vous deviez donner un conseil aux entrepreneurs en cette période, Clément, je te propose de commencer. Oui, bien sûr. Donc, j'en ai parlé un petit peu. Mon conseil aux entrepreneurs, c'est soyez extrêmement vigilants, bien sûr, je pense que vous l'êtes, mais conservateurs. Soyez le plus conservateur possible. L'idée, c'est de passer la crise. C'est-à-dire que l'objectif pour vous et pour moi, pour nous tous, c'est de s'en sortir avec le moindre dégât possible. Le pire étant qu'on ferme nos boutiques respectives. Donc, soyez conservateurs et pour ça, ayez les informations sous les yeux pour prendre des décisions les plus avisées possibles. Et ça passe par une information temps réel. Ça passe par une information qui rend compte de l'état de votre business à tout instant. Donc, un Excel qui est sur un coin de table et qui rend compte d'une prévision qui a été faite il y a 1 mois, il y a 2 mois, il y a 3 mois, c'est plus possible.
c'est plus possible parce que il y a plus l'inertie positive qu'il pouvait y avoir avant. Et là, les cartes, comme je l'ai dit, sont rebattues. Donc, soyez conservateurs, revoyez vos prévisions le plus souvent possible. De fait, une solution comme Agicap va vous permettre de gagner du temps parce que ça automatise l'alimentation du réel pour analyser les écarts et réajuster. Et puis, informez-vous. Informez-vous, ce type de webinaires sont super parce que c'est accessible à tout le monde, c'est gratuit. Faites des webinaires. Nous, on a créé, ce faisant, une communauté qui s'appelle Cash is King, donc auquel vous pouvez accéder gratuitement. C'est un Slack. En fait, sur Google, vous tapez Cash is King, vous atterrissez par Agicap. L'idée, c'est quoi? C'est qu'en fait, on s'est rendu compte que les entrepreneurs, en cette période-là, avaient tous les mêmes questions, se posaient tous des questions, et qu'il fallait un peu à l'initiative de ce webinaire, répondre à ces questions. Donc en fait, on a créé une communauté d'entraide autour de la gestion d'entreprise et de la gestion du cash, et on traite de sujets, de bonnes pratiques. Si vous êtes commerçant, les commerçants échangent sur leurs bonnes pratiques, on essaie de prémâcher l'actualité, etc., etc. Donc c'est une communauté qui est gratuite, j'invite à y aller. Et encore une fois, mes 2 recommandations sont celles-ci. Soyez extrêmement conservateurs. L'idée n'est pas de faire des miracles, mais de passer ce moment compliqué. Et deuxièmement, surinformez-vous et restez connectés à la communauté d'entrepreneurs pour vous assurer de prendre les bonnes décisions de même que vos pairs. Voilà. Merci Clément pour ces conseils avisés. Il nous reste un petit peu de temps. Il y a une nouvelle question sur le chat concernant TradeScore, Michael. Les critères de notation sont-ils les mêmes pour les startups que pour les entreprises plus anciennes? Et Pierre, qui a aussi rebondi sur ta réponse de tout à l'heure, soulignant que certains éléments autres que des éléments chiffrés contribuent à la sécurisation, et donc la confiance, tels que la qualité du management, la vision stratégique et la qualité à rebondir. Donc, est-ce que vous pouvez regrouper un petit peu ces 2 remarques pour me donner une réponse? Je vais essayer. Pour répondre à la première question, alors on a certains critères d'analyse qui seront les mêmes pour l'ensemble des entreprises, en effet. Après, nos analyses, évidemment, sont adaptées par rapport au modèle de l'entreprise, à là où elle en est dans son développement et le type d'entreprise auquel qu'on va analyser. Une start-up, évidemment, n'a pas du tout les mêmes critères d'analyse qu'un grand groupe ou une ETI. Sur une start-up, on va peut-être regarder des éléments comme des levées de fonds. Sur des grands groupes, beaucoup plus des ratios financiers plus traditionnels. Donc, in fine, la notation, évidemment, elle est cohérente entre toutes les entreprises. La manière de noter les entreprises, évidemment, est adaptée et différente pour chacune des typologies d'entreprises auxquelles on va pouvoir faire face. Et donc ça, évidemment, nos analystes qui sont au quotidien sur le terrain pour noter ces entreprises sont spécialisés là-dessus et extrêmement compétents pour ces analyses-là. Et on a des algorithmes aussi qui sont capables de déceler ces différentes choses. Donc ça, c'est pour répondre à la première question. Pour répondre à la deuxième question, évidemment, ne sont pas pris uniquement en compte que des critères financiers dans notre notation. Ces analystes dont je vous parlais, d'ailleurs, c'est une spécificité de l'ARMS, c'est d'avoir des personnes sur le terrain qui vont prendre contact avec les entreprises pour comprendre justement la situation de l'entreprise, où elle en est, et d'autres critères que uniquement des critères financiers purs. Et donc le management, évidemment, en fait partie, la qualité du management, les perspectives d'évolution, les projets, le secteur d'activité, est-ce qu'il est porteur, est-ce qu'il y a justement des projets à venir sur ce secteur-là, plus globalement sur le marché français et international. Toutes ces choses-là sont des éléments que l'on va prendre en compte dans notre notation et qui sont aussi extrêmement importants. Donc, c'est une notation qui ne s'arrête pas uniquement à des bilans, évidemment, et qui peut être étendue, on va dire, par tout un tas d'informations. Merci pour cette réponse. Rapidement, on a reçu une dernière question de Samuel Cohen de chez France Barter. Est-ce que TradeScore peut être proposé en API sur une marketplace B2B aujourd'hui? Est-ce dans votre stratégie? Et j'en profite pour poser une question de Gérard qui m'avait échappé aussi. À quel coût pour ces services TradeScore? Alors,
TradeScore n'est pas encore disponible via une API aujourd'hui pour se connecter à des marketplaces. On réfléchit à différents types de services qu'on va pouvoir venir proposer sur la plateforme TradeScore, qu'on voit comme étant finalement une plateforme qui a vocation à apporter du service aux entreprises. On l'a vu par déjà apporter de la visibilité, de la lecture sur la notation. Aujourd'hui, on le voit quand on apporte de l'information sur un écosystème au travers des jetons dont je vous parlais, qui ont beaucoup de succès puisque derrière, pour une entreprise, on lui donne de la visibilité sur son écosystème et on pérennise finalement les relations commerciales qu'elle a avec des fournisseurs, des clients ou d'autres types d'entreprises. Demain, on veut faire de TradeScore une plateforme forte en termes d'image qui accompagne les entreprises. Le partenariat avec Agicap est un premier signe déjà de notre volonté d'avancer dans ce sens-là pour aider les directeurs financiers à mieux piloter leur entreprise. Demain, ça va évoluer évidemment vers ce type de service et là, j'espère pouvoir prochainement, pouvoir venir vous reparler de toutes ces évolutions. Merci à tous les deux rapidement pour répondre à Gérard. On a dépassé un tout petit peu. Pauline, tu m'excuseras. Le prix de vos services respectifs que vous avez présenté. Clément, la question s'adresse aussi à vous. Tu veux commencer, Mickaël ou... Oui, alors juste très rapidement, le TradeScore est complètement gratuit aujourd'hui pour tout ce qui est donc consulter sa notation. Évidemment, ça c'était un sujet qu'on voulait absolument laisser de manière très transparente et gratuite, évidemment, pour toute entreprise. Déposer de l'information, l'est aussi, et la consulter au travers des jetons aussi, de la même manière, est un service gratuit pour les entreprises. Dans le cadre de notre partenariat, Clément, je te passe la parole, notamment pour la solution Agicap. Du coup, Agicap, c'est une solution logicielle en ligne qui donne accès à la solution et notre expertise, à savoir monter le prévisionnel de chacun des entrepreneurs. Donc, on n'est pas juste pourvoyeur d'une solution, il va y avoir une expertise métier où on va vous aider à projeter vos flux, intégrer vos flux et monter votre prévisionnel. Ce faisant, en fait, suivant la taille de la structure, ça peut aller de 100 à 1000 euros par mois sur une facturation annuelle. La différence entre les deux étant la volumétrie de comptes bancaires à synchroniser, le nombre d'utilisateurs, l'intégration à des logiciels tiers, ERP, compta, devis, facturation. Donc voilà, il y a plusieurs discriminants du prix. On est extrêmement vigilant dans la période actuelle à aussi participer, entre guillemets, à un effort collectif. Donc, on essaie de voir en fonction des besoins si on peut pas mettre en place aussi des réductions spéciales Covid, spéciales partenaires pour faire que l'écosystème aussi bénéficie à des prix préférentiels. Je pense à Hachette, je pense à France Innovation, je pense à Euler Hermès, de ces solutions dans une période où les entrepreneurs en ont le plus besoin finalement. Merci à tous les deux pour vos interventions respectives. Maintenant que cette table ronde ainsi que la keynote de France Barter ont traité un petit peu de la culture financière en B2B, on va plutôt se concentrer pour la suite sur les solutions à disposition des épargnants, donc plutôt un aspect B2C pour la prochaine table ronde que Pauline va animer. Merci beaucoup Clément, merci beaucoup Mickaël. Merci à tous. Beaucoup. Merci beaucoup à tous. Au revoir. Oui, donc comme disait Hugo, on va enchaîner avec la deuxième table ronde. Et là, on va s'intéresser à la culture financière des particuliers, des épargnants. Donc voilà, super, il y a Stéphane qui nous rejoint, Florence, il y a Thomas et Pierre qui vont arriver. Et Thomas est là, c'est magnifique. Ah, c'est vraiment bien Lifestyle, c'est magnifique. C'est d'une fluidité. Avant de commencer la table ronde, on va faire un petit tour et je vous laisse vous présenter chacun votre tour. Florence Corne, je te laisse commencer. Donc, Florence est directrice adjointe et adjointe à la direction des relations avec les épargnants à l'AMF. Je te laisse la parole. Tous. Écoutez, je suis ravie d'intervenir dans cette table ronde. Donc, l'AMF, c'est une autorité publique indépendante, c'est le régulateur de la place financière française et elle a 3 missions. Elle est chargée de veiller à la protection de l'épargne investie en produits financiers, à l'information des investisseurs et au bon fonctionnement des marchés. Et en ce qui concerne mon équipe, on est notamment en charge de l'Observatoire de l'épargne, donc qui assure une veille des évolutions des comportements et attitudes des épargnants,
ainsi que des pratiques de commercialisation. Et on produit aussi des contenus pédagogiques pour aider les épargnants à bien investir. Merci Florence. Pierre Rossetti, tu es en direct du Hub 612 également, mais habituellement tu es pas très loin, tu es à côté. Tu es directeur de la gestion privée à la Caisse d'épargne Rhône-Alpes. C'est bien ça. Merci Pauline. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir invités dans cette table ronde qui me permet d'ailleurs de représenter la Caisse d'épargne et mes activités de gestion privée au travers, on va dire, des sujets traités aujourd'hui. Comme vous le savez, la Caisse d'épargne est une banque coopérative régionale présente sur 5 départements dont les ressources sont principalement orientées vers sa clientèle et vers les habitants de sa région. Elle fait partie du groupe BPCE, deuxième groupe bancaire français, je dirais, sur le plan national. C'est une banque qui s'adresse à plusieurs clientèles, qu'il s'agisse des particuliers, des professionnels, des entreprises, des associations ou encore du secteur public. Et pour ma part, en tout cas pour ce qui est de la gestion privée, avec mes équipes, nous apportons un service haut de gamme de proximité en permettant donc à nos clients de bénéficier d'une approche patrimoniale articulée autour de conseils juridiques, fiscaux et financiers. Merci Pierre. Thomas Perret, qui est le fondateur et le dirigeant de Mon Petit Placement, qui est une start-up accompagnée par le Hub 612 et qui apparemment a un coiffeur barbier qui est également en confinement. Ouais. Il est confiné, exactement. Bonjour à tous, merci Pauline pour cette super introduction. Donc effectivement, je suis le fondateur de Mon Petit Placement, qui est une plateforme qui vise à démocratiser l'accès à l'investissement, notamment auprès des jeunes actifs, à travers une académie, donc pas mal de pédagogie, à travers un conseiller vidéo qui permet de mettre de l'humain dans une relation à distance, et bien sûr faire d'une app qui permet d'ouvrir un compte, notamment un contrat assurance vie, depuis son canapé un dimanche matin en quelques minutes. Voilà ce qu'on fait. Merci Thomas. Stéphane Dauté, qui est en direct de Grenoble, il me semble, qui est également le fondateur dirigeant de Odonatech, qui est une entreprise de start-up fintech qui est également accompagnée par le Hub 612. C'est ça, merci Pauline. Donc bonjour à tous. Donc nous on est une start-up effectivement grenobloise. Nos clients ce sont les prestataires de conseillers en investissement, donc on est en B2B et on développe en fait des applications logicielles qui permettent aux conseillers financiers de mieux connaître leurs clients, notamment d'identifier leur tolérance au risque et leurs préférences, de mieux leur expliquer ce qu'est l'investissement financier et notamment tout ce qui a trait au risque, et de mieux personnaliser leur approche en fonction du profil comportemental de leurs clients. Et puis ça repose sur 3 innovations en fait de la gamification. Donc on explique par le jeu, de la finance comportementale, c'est-à-dire entre la psychologie et la finance, qui permettent du coup d'aller dans la personnalité, d'aller chercher la personnalité des investisseurs, et puis l'intelligence artificielle qui nous permet de comparer les données entre elles et donc d'avoir des profils qui sont dynamiques. Oui, il y a un écho. Je vais vous demander une petite mécanique à intégrer, de couper le micro quand vous ne parlez pas. Ça évitera d'avoir ces échos qui sont un petit peu désagréables. Je pense que c'est mieux effectivement comme ça. Merci à tous les 4. On va commencer en se posant la question tout simplement de l'éducation financière des Français aujourd'hui. Depuis quelques mois, forcément, la crise est passée par là, et l'idée c'était de voir ensemble comment la crise a impacté la façon dont les Français gèrent leur épargne, leur placement, et quelles évolutions vous avez pu voir vous au sein de vos différentes organisations. Peut-être Florence, tu peux commencer avec l'AMF et avec des chiffres que tu as, il me semble intéressant. Oui, alors à travers l'Observatoire de l'épargne et les différentes études qu'on mène, on a vu effectivement des nouveaux comportements des épargnants face à la crise. Alors c'est vrai que la crise a généré une inquiétude pour certains épargnants, notamment face à la baisse des cours brutales des cours. Pour mémoire, le CAC 40, il est passé en un mois de plus de 6 000 points à 3 754 le 18 mars 2020. Bon, même si aujourd'hui, il est remonté à près de 5 000. Et à contrario, on a d'autres épargnants qui, eux, y ont vu des opportunités. Nous, on a vu dans les différentes données que l'on a en tant que régulateur, 150 000 nouveaux investisseurs particuliers arriver sur les marchés actions en mars 2020. Donc, ce sont des investisseurs qui n'avaient effectué aucune transaction depuis le 1er janvier 2018, donc depuis plus de 2 ans.
et des investisseurs au profil plus jeune qu'habituellement, à 10 à 15 ans de moins. Alors, c'est déjà quelque chose qu'on avait vu lors de l'introduction de la Française des Jeux, de l'introduction en bourse en novembre 2019. On avait vu des investisseurs au profil plus jeune et globalement, depuis novembre 2019, c'est en tout près de 700 000 nouveaux investisseurs particuliers qui sont venus ou revenus sur les marchés d'actions. Donc, ça reste significatif. On mène aussi d'autres études et par exemple, dans le cadre d'un panel d'investisseurs, on a interrogé en juin-juillet 119 détenteurs de produits d'investissement sur leur attitude durant la période de confinement. On en a 1 sur 4 qui nous ont déclaré avoir réinvesti. Donc, la crise n'a pas freiné les investisseurs. Toutefois, puisqu'on parle de culture, c'est important ces investisseurs, notamment les nouveaux, car en France, le niveau d'éducation financière reste perfectible. Juste quelques données d'études, on a seulement 20% des Français qui estiment avoir une connaissance élevée sur les questions financières, selon une étude menée pour la Banque de France. Et par exemple, sur quelque chose d'assez courant comme le taux du livret A, on a seulement 30% des gens qui nous ont cité fin mai, début juin, le bon taux de 0,5% du livret A. On a aussi de notre côté MF, un baromètre annuel de l'épargne et de l'investissement. Et par exemple, l'an dernier, en septembre, on avait une majorité de répondants qui reconnaissaient ne pas bien connaître les produits d'épargne et de placement, avec 42% estimant seulement bien les connaître et seulement 5% très bien. Et en fait, on voit qu'on a des épargnants qui sont plutôt à l'aise en général pour discuter avec un conseiller de leur banque, mais moins pour lire un document d'information sur un placement financier ou encore utiliser des informations et conseils qu'ils vont trouver tout seuls sur Internet. Alors, je mets quand même un bémol, hein, j'ai parlé de niveau d'éducation financière perfectible. En termes de connaissances financières, on n'est quand même pas si mal placé en France. Hein. Selon une étude de l'OCDE, avec une note de 4,8, on est au 8e rang et on est légèrement au-dessus de la moyenne OCDE. Donc voilà, c'est correct, mais on peut faire mieux. Et c'est pour ça qu'à l'AMF, on développe les contenus pédagogiques et notamment, il est indispensable de rappeler aux investisseurs et notamment aux nouveaux ou à ceux qui reviennent les règles de bon investissement comme la diversification, la compréhension des risques et l'importance d'investir sur le long terme. Donc, on a développé beaucoup de contenu pédagogique et je crois qu'on y revient on par en la parlera. suite. Oui, absolument. Merci beaucoup pour l'introduction chiffrée. C'était très intéressant, Florence. Je trouve que le rebond est tout donné pour toi, Thomas, notamment sur la caractéristique de l'âge des investisseurs. Et Florence parlait d'investisseurs plus jeunes. Toi, c'est typiquement ta cible avec mon petit placement. Est-ce que tu as des chiffres également intéressants sur l'activité depuis mars et la crise, le début de la crise? Ouais, alors nous, on n'est pas sur les mêmes volumes, donc on va plutôt parler en tendance et en pourcentage qu'en milliers d'utilisateurs. Mais effectivement, on a perçu pendant cette phase de confinement ou de krach boursier, donc sur mars-avril, une augmentation de l'ordre de 50% du trafic et du coup des nouveaux investissements, de nouvelles souscriptions sur le site. Donc effectivement, il y a eu un vrai regain d'activité sur ce thème-là qu'on explique par plusieurs choses. Déjà le fait que les gens avaient un peu de temps, que c'est un sujet qui a été assez médiatisé, tout ce qui est autour de la bourse et marchés financiers dans ces mois de mars. Et aussi que je pense qu'il y avait toute une génération de jeunes investisseurs trentenaires ou entre 25 et 30 ans qui n'avaient pas vraiment connu de crise depuis longtemps. Et du coup, le fait que les marchés aient énormément baissé, ça a été une opportunité pour un certain nombre d'entre eux qui se sont dit ça fait moins 25, moins 30%, c'est un moment pour rentrer. En tout cas, c'est comme ça qu'on explique ça, nous. Et d'ailleurs, on essaye, et je serais intéressé d'avoir rapidement le point de vue de l'AMF sur ce sujet, de comparer avec le nouveau confinement. Est-ce qu'on retrouve ce phénomène ou pas? Nous, pour l'instant, on ne le perçoit pas, notamment parce que les marchés ont moins chuté, donc ça crée un peu moins d'opportunités. Mais voilà, en tout cas, j'ouvre le débat sur ce nouveau confinement, si rebelote ou pas. Pierre, à la Caisse d'Épargne, vous avez également des chiffres qui me semblent intéressants sur les profils d'investisseurs qui sont venus justement sur les marchés. Effectivement, je peux je dirais, renforcer les propos de Florence et Thomas qui viennent d'être exposés. Nous, au niveau Caisse d'Épargne, on a constaté, en tout cas dans la période de début de crise, on va dire au mois de mars, vraiment un afflux massif d'investissements en bourse. On a ressenti, on va dire, sur 3 semaines, qui correspondent peu ou prou, on va dire, à la mi-mars, une augmentation par 5
du volume d'ordre de bourse qui ont été donc initiés par notre clientèle, que ça soit initié au travers de nos agences ou même en direct par les services en ligne qui sont mis à leur disposition. Et si on prend une échelle de temps un peu plus grande, si on vient comparer, on va dire, le premier quadrimestre 2020 au premier quadrimestre 2019, on voit malgré tout que là aussi, c'est une tendance de fond. Le volume d'ordre a été augmenté par 3. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça? C'est à la fois vraiment une tendance à l'achat, tout à fait notable, et c'est aussi une part significative de nouveaux clients ou de clients très peu actifs, comme ça avait pu être dit par Florence. Il est vrai, là aussi, comme le stipulait Thomas, que la clientèle est plus jeune. C'est 10 à 15 ans de moins que la moyenne d'âge habituelle. Donc, il est vrai qu'il y avait un certain nombre de facteurs, du temps, on va dire une population plus jeune qui allait investir, mais pas que. Je dirais, je crois qu'il y a peut-être 2 profils, à la fois un profil de client qui n'avait pas connu de crise financière, il est vrai, et donc qui s'était positionné, mais également aussi un profil finalement de clients qui avaient pu connaître des crises financières et qui ont appris des précédentes crises et qui ont su saisir des opportunités, puisqu'on le voit, pour la plupart, en tout cas, ce ne sont pas des ordres aller-retour. On aurait pu d'ailleurs même s'attendre à des ordres massifs de vente, puisque la bourse avait dégringolé. Pour autant, c'est plutôt des ordres qui étaient positionnés à l'achat et des ordres qui ont été conservés quand même par la plupart de la clientèle. Voilà ce que je peux dire en tout cas de cette semaine. Ouais, merci beaucoup, Pierre. Justement, sur ce sujet-là, je pense que c'est intéressant, Stéphane, que tu puisses conclure cette première partie sur l'éducation financière et l'appétence des Français pour les placements. Comment est-ce que justement ce dynamisme qui a été constaté par Florence, Pierre ou Thomas s'incarne dans la partie psychologie En fait, ça s'incarne, c'est assez facile à comprendre de manière générale, c'est que dans les périodes de crise et de bouleversement qu'on est en train de connaître, il y a un fort côté émotionnel très, très important et qui influence le comportement et les décisions. Et comme disait Florence en introduction, en matière d'investissement financier, il y a quand même un certain nombre de grands principes à respecter, le long terme, la diversification, des choses comme ça. Et en fait, quand on est soumis à des émotions, et bien en fait, on a tendance à oublier un petit peu ces grands principes pour réagir sous le coup de l'émotion, c'est-à-dire l'impatience, la panique, etc. Et donc, nous, on analyse tout ça pour essayer de comprendre justement ce qui guide les décisions et pour aider les conseillers à comprendre tout ça et à mieux guider les investisseurs. Donc, pour répondre à ta question, moi, je répondrais par le côté, en fait, émotionnel, grosse charge d'émotion. Et donc, attention aux décisions qui sont prises, de bien toujours respecter les principes fondateurs d'une politique ou d'une stratégie d'investissement. Et justement, pour accompagner les particuliers au mieux dans leurs décisions et la gestion de leurs émotions, il y a différentes initiatives pédagogiques qui sont menées par chacun d'entre vous. On a à la fois des outils nouveaux qui sont lancés par Odotech ou par Mon Petit Placement, par des fintech purs, et à la fois des acteurs plus traditionnels comme la Caisse d'épargne Rhône-Alpes, qui va également mettre en place de nouveaux outils pour accompagner les Français dans l'optimisation de leurs placements, ou même vous également, Florence, à l'AMF avec le lancement d'un MOOC. Donc, je vais vous laisser échanger. N'hésitez pas aussi je sais qu'il y a le micro qui est coupé, mais on peut aussi interagir mutuellement. Enfin, on n'est pas cloisonné. En nous présentant chacun les différentes initiatives qui sont mises en place pour plus de pédagogie et un accompagnement sur mesure des Français durant la crise. Oui, alors je l'ai déjà dit un petit peu en conclusion, donc je vais le développer maintenant. L'AMF a mis en place effectivement toute une série d'initiatives pédagogiques pour accompagner les épargnants, un espace épargnant sur le site de l'AMF qui leur est dédié avec des contenus pratiques. On a aussi une page Facebook. Et tout ça, ça s'intègre aussi dans la stratégie nationale d'éducation financière qui est pilotée par la Banque de France. Et on cherche à innover régulièrement pour mieux accompagner les épargnants. Et on avait ainsi lancé il y a 3 ans une première application mobile qui s'appelle FinQuiz. Et cette année, début octobre, on a lancé notre premier MOOC, donc un cours en ligne qui s'appelle « Comment gérer efficacement son épargne et ses placements ». Donc, c'est notre premier MOOC. On ne l'a pas fait tout seul, on l'a fait en partenariat avec l'INC, l'Institut national de la consommation. C'est l'un de nos principaux partenaires avec lequel on fait d'autres actions pédagogiques et notamment les petits programmes TV Consomma que vous avez tous déjà dû voir
à la télévision sur la chaîne de France Télévisions. Donc, le MOOC, il a démarré le 5 octobre, il se termine le 26 novembre. Alors, pour ceux qui sont intéressés, on peut encore s'inscrire jusqu'au 16 novembre. On voulait faire quelque chose de très grand public. Donc, c'est un MOOC qui ne nécessite pas de connaissances particulières. Il reprend le b.a.-ba du vocabulaire financier. Il explique, par exemple, ce que c'est qu'un document d'information clé, document que ne connaissent pas bien nos épargnants, on le voit dans nos études. Et il passe en revue le fonctionnement des placements, les bons réflexes à acquérir. Donc, concrètement, c'est un cours avec 3 modules étalés sur 3 semaines. Il faut 1 à 2 heures par semaine, donc ce n'est pas un investissement trop lourd pour le grand public. Et à chaque fois, on a des vidéos, des documents à consulter avec des liens sur des sites, le nôtre, mais pas que. Et puis des quiz sur chaque module et puis un quiz final qui permet de s'auto-évaluer. Et enfin, les gens auront une attestation de suivi s'ils ont plus de 50% de bonnes réponses. Donc vraiment, l'objectif, c'est de donner les clés à chacun pour pouvoir bien gérer ses placements et puis aussi apprendre à détecter les arnaques financières qui malheureusement sont très nombreuses avec Internet et encore plus avec une période de crise et des confinements cette année. Florence, est-ce que tu peux nous dire déjà, si tu as assez de recul, l'engouement qui a suscité ce MOOC et le nombre d'inscrits, de participants? Oui, alors on a déjà plus de 20 000 inscrits à ce jour. Donc, c'est déjà un beau succès parce que l'INC avait déjà fait un premier MOOC sur un autre sujet où il y avait moins d'inscrits et puis ça continue de progresser chaque jour. Donc, c'est vraiment positif parce que ça démontre l'intérêt des Français pour la gestion de leur placement. Et puis, à travers le MOOC, il y a aussi un espace de discussion. Donc, les gens discutent entre eux. Parfois, l'AMF aussi leur répond quand c'est nécessaire. Et voilà, c'est vraiment vivant à travers cet espace de discussion. Donc ça, c'est très positif. Merci Florence. À la CERA aussi, à la Caisse d'épargne Rhône-Alpes également, Pierre, vous avez mis en place des outils un peu nouveaux, un peu disruptifs du fait du confinement pour accompagner les Français? Oui, c'est bien ça, Pauline. Je crois qu'on partage tous le même objectif, c'est-à-dire de rendre finalement nos clients plus avertis et mieux à même de faire des choix éclairés et conformes à leurs intérêts. C'est pour nous un enjeu, en tout cas, de les élever au niveau financier et même au niveau économique, pour leur permettre, en tout cas, de décrypter les informations, les débats économiques. L'objectif recherché, c'est naturellement de favoriser une plus grande confiance entre les acteurs et de contribuer par là à la robustesse de l'économie et à la stabilité financière. On a mis en place plusieurs initiatives, j'en retiendrai 2 principalement. La première, c'est le lancement d'un magazine de la bourse qui a été mis en place, on va dire, directement sur le site internet de la Caisse d'épargne et qui permet donc à nos clients détenteurs de titres d'aller chercher de l'information. Ils vont retrouver des analyses financières rédigées par des analystes spécialisés, c'est Kepler Chevreux en l'occurrence, des recommandations sur les valeurs ou encore des articles et contenus qui sont diffusés par l'ensemble de nos partenaires et de nos sociétés de gestion. La deuxième initiative que je retiendrai, c'est puisque nos clients étaient confinés, on a décidé finalement de se tourner vers eux par la mise en place de webinaires dans un contexte qui était extraordinaire, puisque c'était la première fois qu'on vivait un confinement face à une pandémie, on va dire, planétaire. Donc l'objectif, c'était aussi, au travers de ces webinaires, de faire intervenir des spécialistes pour leur donner des clés de lecture de l'actualité, avec des sujets aussi importants que l'impact justement de cette crise sanitaire et économique, voire financière, sur l'économie réelle, sur les marchés financiers, avec là aussi des sociétés de gestion qui ont pu nous apporter leur contribution, ou encore l'impact et les conséquences sur les stratégies de diversification pendant cette période, ou quelle est la place à d'autres types d'investissements pendant cette période, puisqu'il n'y a pas que les investissements financiers, c'est l'investissement au sens large. Qu'est-ce qui pouvait, en tout cas, recevoir un accueil favorable auprès de notre clientèle en leur donnant cette fois-ci aussi toutes les clés de lecture. Et pareil, Pierre, tu disais en off que vous aviez eu un vrai succès et que ce type de webinaire a été même plus suivi que des événements que vous auriez pu faire en temps normal, en live avec vos épargnants et vos clients. Tu avais des chiffres? Tout à fait. Alors, ces webinaires, en fait, il y en a 3 qui ont été organisés sur la période de confinement. Alors déjà, il faut reconnaître que les Français, les investisseurs, les épargnants avaient du temps pendant cette période. Ils étaient un peu plus disponibles. On les a organisés en journée.
Donc, ils ont pu être pleinement mobilisés sur le sujet. Ça réunit à peu près 1000 clients. 1000 clients qui ont souhaité participer à cet événement. Ça a été à l'initiative de l'ensemble des conseillers de la Caisse d'épargne qui ont sollicité les différents clients, qu'il s'agit de clients, on va dire, particuliers, de clients professionnels. On a eu aussi des chefs d'entreprise, parce que sur chacune de ces thématiques, on avait tout le temps un point macro qui était diffusé. Donc, automatiquement, ça intéressait, on va dire, l'ensemble des acteurs économiques. Et je crois que les clients nous ont plébiscité, on va dire, ce type d'événement, puisqu'ils nous ont d'ailleurs demandé de renouveler avec une plus grande régularité ce type d'action, y compris même pour présenter d'autres sujets. Il y a un sujet qui est en marge, en tout cas, de notre sujet d'aujourd'hui, mais qui est, par exemple, l'épargne retraite. On sait que c'est un sujet qui tient à cœur aussi aux Français. Donc, ils nous ont aussi sollicité pour qu'on organise, on va dire, un événement qui leur permettrait de mieux comprendre, là aussi, qu'est-ce qui se dessine, qu'est-ce qui se cache derrière la loi Pacte et l'environnement retraite, en tout cas, qui peut être facilité par différentes solutions d'épargne. Ok. Stéphane, Thomas, vous, face à ces initiatives, qu'est-ce que vous proposez de différent, d'innovant et qui explique pourquoi également les épargnants se tournent vers les services multiplacement ou Dodatech? Tu veux commencer, Stéphane ou... Allez, Stéphane. Si tu veux, très rapidement, mais je pense qu'on va se compléter parce que il y a des idées communes, j'imagine. En fait, je pense que nous, ce qu'on veut faire, c'est intervenir à deux niveaux, c'est-à-dire au niveau de l'épargnant. Je parlais de pédagogie, donc faire en sorte que l'épargnant comprenne mieux la notion de risque, de couple risque-rendement et évite peut-être certaines erreurs assez traditionnelles dans la stratégie d'investissement. Et c'est aussi agir au niveau du conseiller. Donc, je disais, les applications qu'on développe, elles permettent au conseiller de personnaliser son conseil par rapport au profil de l'épargnant. Donc là, déjà, on apporte quelque chose, me semble-t-il. Et puis, la deuxième chose, c'est de proposer des formations pour les conseillers, pour les aider à appréhender en fait la tolérance au risque, et puis derrière aussi à faire en sorte que ces formations leur servent aussi à objectiver leurs conseils. C'est-à-dire que parfois les conseillers ont tendance à proposer des choses à leurs clients qui correspondent à leur propre vision du risque plutôt qu'à la vision de leurs clients. Et donc on essaie d'inverser ce fonctionnement en faisant prendre conscience aux conseillers que la personnalisation, c'est en fonction du profil du client et non pas de sa propre perception. Ouais, donc il y a l'aspect effectivement sur-mesure, personnalisation qui est important, mais également, tu m'arrêtes si je me trompe, l'aspect gamification. Alors voilà, c'est là que je pense qu'on se rejoint un petit peu avec Thomas, c'est la même volonté, puis d'ailleurs avec l'ensemble des acteurs, c'est la volonté de simplifier, de faire de la pédagogie pour effectivement mieux expliquer. Et là, l'utilisation des jeux relativement simples permettent en fait peut-être de mieux expliquer du coup à l'investisseur, de mieux comprendre. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as dit, Stéphane. Donc, nous, concrètement, ce qu'on a mis en place, qui était avant le confinement, enfin, qui n'était pas spécifiquement lié à la crise, mais qui est nécessaire pour, je pense, cette volonté d'accessibilité à cet univers qui est parfois un peu complexe, mal compris, c'est des vidéos pédagogiques. Donc, c'est soit des vidéos personnalisé, c'est-à-dire que chaque utilisateur va avoir un échange vidéo avec son conseiller d'environ 5-6 minutes qui lui explique un petit peu déjà à la fois notre offre, mais aussi les concepts de base qui sont nécessaires à comprendre pour se lancer dans le monde de l'investissement financier. Mais il y a aussi des vidéos plutôt générales qui permettent de, expliquer un point macro, un point des notions de base en matière d'investissement. En tout cas, nous, c'est plutôt un format qu'on utilise qui permet d'aller toucher une cible un petit peu nouvelle et qui ne nécessite pas de lire un article de blog ou choses comme ça. Donc ça, c'est la première chose, la vidéo au service de la pédagogie. La deuxième, et je rejoins un petit peu Stéphane, c'est la gamification. Alors nous, on fait ça au travers d'une académie. En fait, c'est un certain nombre de concepts qu'on met dans notre académie. Et chaque concept, il y a à chaque fois des petites molettes, des petits jeux pour essayer de comprendre de manière intuitive qu'est-ce que ça signifie, la notion de prise de risque, la notion d'horizon d'investissement. Donc voilà, gamification via l'académie, vidéo. Et je tenais à corroborer ce qu'a dit Florence tout à l'heure, qui me semble très vrai, c'est que nous, on perçoit une forte appétence du grand public à mieux comprendre, mieux connaître, mieux appréhender cet univers. Et c'est illustré par un chiffre qui est assez fort chez nous, c'est qu'on a aujourd'hui environ 15 000 inscrits sur Multiplacement.
Et 60% des inscrits ouvrent chez nous leur premier support d'investissement. C'est-à-dire que par ailleurs, ils n'avaient qu'un livret d'épargne. Donc, on voit qu'il y a une vraie appétence de nouveaux entrants à se lancer dans ce nouvel univers. Et je rebondis, avec Thomas, avec ce que tu viens de dire, avec une des questions de Sylvain. Dans quelle mesure les idées reçues sur les produits financiers, notamment l'assurance vie, il nous cite l'exemple assurance vie égale argent bloqué, sont-elles des freins à l'investissement? Comment lutter contre les idées reçues? Quels sont les leviers justement activés pour lutter contre ces idées reçues qui sont parfois effectivement un peu lourdes dans les décisions d'investissement? Alors, je peux prendre la parole, hein, là c'est Pierre. Je pense qu'on vient d'en faire la démonstration. En fait, c'est l'information qu'on peut diffuser auprès de notre clientèle. L'assurance vie n'est absolument pas un produit bloqué. Par contre, en fonction des supports sur lesquels on a investi dans notre contrat d'assurance vie, il y a des horizons de placement recommandés. Et je crois que pour renforcer le message de cette table ronde, finalement, plus on a accès à la connaissance, plus on a été capable de transmettre du savoir au travers de ces actes pédagogiques, plus le client investisseur devient responsable. On voit beaucoup moins de comportements, hein, puisque je pense que les conseillers ont travaillé dans ce sens-là. Les autorités aussi nous ont aidés en installant un certain nombre de réglementations qui visent à nous assurer, en tout cas, de la compétence financière, de l'appétence au risque de la clientèle. Mais on voit moins de comportements, on va dire, de clients qui viendraient reprocher l'investissement qui a été réalisé ou celui qui a pu être conseillé à un moment donné. C'est bien qu'on a réussi, en tout cas, à transmettre déjà beaucoup de choses auprès de notre clientèle. Merci Pierre. Ce qui est clé, effectivement, c'est vraiment… Pardon, Pauline. Ce qui est vraiment clé, oui, c'est l'éducation financière et même au-delà des produits. Alors, c'est important hein, que les épargnants comprennent les différents types de produits pour pouvoir choisir, bien se faire conseiller, mais voilà, qu'ils comprennent aussi les grands principes de l'investissement, les bonnes questions à se poser. Tout à l'heure, Pierre parlait de l'engouement pour les webinaires. Ça, c'est quelque chose qu'on a aussi constaté particulièrement cette année, alors pendant le confinement, mais aussi pendant toute l'année, pendant cette période post-confinement. Nous, on a développé les webinaires il y a 4 ans et on a fait nos premiers Facebook Live il y a 1 an. Et c'est vrai que cette année, on a refait plusieurs webinaires, on a refait 2 Facebook Live et on a davantage de participants que les années passées. On a fait un webinaire début octobre où on avait plus de 300 participants sur l'investissement en action et un Facebook Live sur l'investissement responsable où là, on a eu plus de 3200 personnes, y compris avec le replay. Et puis, pour toucher le grand public, je parlais tout à l'heure de la stratégie nationale d'éducation financière. On organise en ce moment avec la CPR et la Banque de France des rendez-vous de l'épargne. Donc, au départ, ça devait être des conférences physiques, mais le contexte sanitaire a fait qu'on est passé en mode tout webinar au lancement en septembre. Et là aussi, on constate un bon succès des différents webinaires. Donc là, c'est vraiment très grand public pour donner des clés de compréhension du paysage de l'épargne aux épargnants et voilà, leur expliquer vraiment les bons réflexes à avoir et les différents types d'offres auxquels ils peuvent souscrire et toujours avec un volet prévention des arnaques. Ça, c'est vraiment important et on travaille aussi beaucoup avec les établissements pour qu'ils relaient ces messages à leurs clients parce qu'après, c'est vraiment dommage d'avoir de l'épargne qui part souvent de la France pour aller dans d'autres pays. Avant de… alors qu'on a des Français qui épargnent beaucoup. Pardon Florence, je t'ai coupé. Avant de te répondre, Catherine, là, sur ta question plus macro, je voudrais juste vous poser la question, parce que j'entends Florence qui parle de vidéos Facebook Live qui ont été très suivies. J'entends Thomas qui parle de ces vidéos effectivement pédagogiques. Et pour l'instant, je n'ai pas l'impression qu'il y a encore… peut-être c'est perfectible, des synergies entre justement des grands groupes, des acteurs plus corpos ou plus installés comme l'AMF ou des grands groupes bancaires et des startups fintech comme Anti-Placement Bonatech. Comment est-ce que tout ce petit monde s'anime, s'orchestre? Comment est-ce que vous vous qualifiez mutuellement? Est-ce qu'on est sur un degré de concurrence? Est-ce qu'on est sur un degré de complémentarité? Et si c'est effectivement la deuxième option, comment concrètement ça se met en place pour créer des synergies concrètes et pragmatiques entre vous? Alors, ce qui est sûr… Bien sûr, toujours de l'épargne des Français et de leur culture financière.
Ce qui est sûr, c'est qu'on est beaucoup plus complémentaires qu'en concurrents, en tout cas toutes les personnes qui sont autour de la table. Nous, on a besoin du régulateur pour cadrer parfois nos bonnes idées ou nos intuitions. On a besoin idéalement de s'appuyer sur des grands groupes bancaires parce que nous, on reste des intermédiaires, donc pour s'appuyer sur leur back-office, sur leur tuyauterie, mais aussi sur leur connaissance de la clientèle. Et on a besoin de faire des synergies avec d'autres fintech. D'ailleurs, on traîne un peu côté mode de placement, mais on y travaille avec Odonatech pour fournir un service et répondre à cette problématique qui est un problématique commun de démocratisation et d'accessibilité de l'investissement auprès du grand public. Après, et ce qu'on voit, c'est que cette complémentarité à mettre en place, elle est compliquée et pour tout le monde, que ce soit côté grand compte, côté régulateur ou côté fintech. En tout cas, c'est ma perception que ce n'est pas aussi facile que ça pourrait être. Je vais compléter, mais surtout pas. Je prends la parole après Thomas, et du coup, c'est pas du tout pour créer un pôle fintech contre le reste du monde, c'est pas du tout le cas. Je suis d'accord sur la complémentarité et le fait qu'il n'y a pas, à mon avis, pas de concurrence, mais des offres qui peuvent s'imbriquer, se juxtaposer, se compléter. Pour moi, effectivement, c'est pas évident de créer les synergies entre les grands groupes ou entre les grandes institutions et des structures plus petites comme nous. Pour ce faire, il faut sans doute que les deux se rejoignent, c'est-à-dire que les fintechs fassent bien attention d'adresser à une vraie problématique ou un vrai besoin des grands groupes, et à l'inverse, que les grands groupes fassent peut-être un peu plus d'efforts pour tenir compte justement de notre petite taille et du fait qu'on n'est pas très connu et qu'on a encore des offres qui méritent encore de progresser pour être totalement abouties. Et que du coup, on se lance dans un partenariat qui repose sur de la confiance et qu'en gros, on essaye, quoi. On essaye. Alors, tout ça, ça ne veut pas dire que rien ne se fait, en fait. Il y a plein de choses qui se font. Mais c'est vrai que ce n'est pas aussi évident que ça peut peut-être le laisser paraître. Voilà, c'est mon regard sur les choses. Alors, je prends la suite, en tout cas, des propos. Je pense que de toute façon, il n'y a pas de quantité d'options possibles pour les banques traditionnelles. On est obligé de s'inspirer résolument, je crois, du business model des fintech. Elles sont extrêmement agiles. Il faut reconnaître qu'elles nous ont bousculés. Elles nous ont d'ailleurs aidés à nous développer, à nous remettre en question. Mais je crois aussi, et ce qui est très important, c'est que ce n'est pas uniquement de la seule responsabilité des équipes IT ou digitales, que finalement, lorsqu'on veut avoir en fait cette posture, on va dire fintech, c'est que tous les métiers de la banque doivent être au cœur de cette réflexion et faire entrer l'innovation dans leur quotidien. Donc nous, je pense qu'au niveau de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes, on en fait la démonstration au travers du Hub 612, au travers effectivement d'échanges qu'on peut avoir. Ça a été le cas récemment justement avec Stéphane de Donatech. C'est important qu'on observe l'ensemble de ces acteurs, qu'on s'inspire de leurs pratiques, qu'on puisse justement échanger sur nos atouts respectifs pour contribuer à cette démocratisation de la commercialisation de l'épargne. Et je crois que cet enjeu, on est capable de le relever toutes et tous, et on en a déjà fait d'ailleurs la démonstration. Merci beaucoup, Pierre. Florence, je peux te laisser conclure sur cette partie-là. Alors, nous, on a un statut un peu à part en tant que régulateur parce qu'on régule les intermédiaires et donc notamment la caisse d'épargne, mon petit placement. Mais si on se place plutôt donc du point de vue éducation financière, nous, on est en tant qu'autorité publique complètement neutre puisqu'on ne commercialise rien. Et on travaille régulièrement avec les établissements financiers pour qu'ils relayent nos contenus pédagogiques, ce qu'ils font de plus en plus. Après, voilà, on n'a pas forcément vocation à s'associer aux établissements, mais en tout cas, ils relaient de plus en plus ce que l'on fait ensemble. Je citais tout à l'heure les rendez-vous de l'épargne, donc qui se font, même si c'est en format webinaire avec un ancrage local. Un certain nombre d'établissements au niveau local ont communiqué auprès de leurs clients sur ces rendez-vous de l'épargne.
Merci beaucoup. Pour conclure, je vais me baser sur la question de Catherine de French Tech One, qui se demande, vu tous les chiffres qu'on a pu citer tout au long de la table ronde, qui traduisent clairement l'engouement des Français pour les outils d'épargne, en tout cas la démocratisation, la vulgarisation des placements, Catherine demande, pensez-vous que l'augmentation de l'épargne justement, aura un impact négatif sur la reprise économique post-crise si elle insinue ici effectivement que le transfert consommation vers l'épargne puisse freiner la reprise de la croissance. Je vous laisse faire chacun un tour de table assez court, allez, 30 secondes, 1 minute, sur votre point de vue sur cette question. Je vais commencer. En fait, il y a un lien clair entre consommation et épargne. C'est même un lien mathématique. Après, c'est tout l'enjeu justement de la pédagogie, c'est de faire en sorte que l'épargne sorte de l'épargne, se transforme en investissement financier ou en consommation, tout en respectant un certain nombre de critères qui maintiendront tout ça dans l'équilibre. Mais tout le monde a intérêt à ce que l'épargne soit transformée, en partie en tout cas, soit en consommation, soit en investissement financier. Alors moi, de mon côté, j'ai pas de boule de cristal, mais ce qu'on a vu, c'est que l'épargne qui a été faite pendant le premier confinement a été en partie dépensée en consommation après le déconfinement. Donc, de toute façon, l'épargne, c'est en général de la consommation différée. Et puis, l'épargne, elle est utile notamment pour le financement des entreprises. Donc ça peut avoir aussi un impact positif sur la reprise économique. Pour la Caisse d'épargne Rhône-Alpes, la vision, en tout cas pour ma vision, puisque je n'engage pas même la Caisse d'épargne Rhône-Alpes derrière tout ça, je pense qu'on est passé en fait d'une phase où il y a eu une épargne finalement subie, presque obligatoire, hein, puisque les commerces étaient fermés, donc on a contraint finalement les Français à ne pas consommer, à une épargne cette fois-ci choisie, délibérée. Et je crois que l'enjeu pour que cette épargne retourne finalement vers la consommation, c'est la levée des inquiétudes. Si effectivement on a des nouvelles rassurantes, si on arrive à se projeter sereinement sur l'avenir, je pense qu'on sera beaucoup plus enclin de renouer avec un rythme de consommation soutenu. Oui, et moi, pour conclure sur ce sujet-là, Catherine, je pense effectivement qu'il va falloir flécher une partie de l'épargne vers l'économie réelle, et ça peut se faire. Il y a une initiative du gouvernement, je crois, de créer un fonds avec BPI pour investir dans les entreprises non cotées. Donc, je pense qu'il va y avoir de plus en plus d'initiatives pour effectivement, le déconfinement va aider, comme après le premier déconfinement, à ce que les gens dépensent sur l'épargne, mais quand même, je pense qu'il va falloir aussi les forcer, entre guillemets, un petit peu plus à réinjecter ça dans l'économie réelle. Merci beaucoup à tous les 5. Avant de conclure avec Cédric et Hugo, sachez juste que du coup, toute la matinée visio sera disponible en lien YouTube pour ceux qui n'ont pas pu voir en entier ou qui veulent vous réécouter. Il y aura également une série de contenus qui vont être produits par le Hub 612 autour des différentes thématiques qui ont été abordées, où il y aura des verbatim de chacun qui seront cités avec des angles assez précis abordés. Je vous remercie beaucoup tous les 5 de vous être rendus dispo. Je suis obligée de vous inviter à sortir pour que Cédric et Hugo puissent revenir. Merci beaucoup à tous les 4 et à bientôt. À bientôt. On va conclure du coup. Est-ce que Hugo et Cédric, malgré Thomas, il fait de la résistance, il veut qu'on voit que lui. Hugo, t'es là. Est-ce que Cédric, malgré l'heure qu'a filé, tu es encore là? Il arrive, je pense. Et il a plus de son. Difficile de conclure. Bon, Hugo, effectivement, je te laisse prendre la parole pour conclure cette étape lyonnaise du FinTech Tour. Tout d'abord, merci à tous les intervenants. Je trouvais les interventions très intéressantes sur des sujets assez divers qui touchaient à des thématiques qui concernent d'un côté les entreprises et aussi pour les épargnants, très intéressant d'avoir des acteurs institutionnels et une fintech et une banque. Voilà, j'ai trouvé les échanges très riches aujourd'hui. Merci à vous, le Hub 612, pour la co-organisation de cet événement. J'espère vraiment que à la fin de tout ça, on pourra faire un événement physique, un bel événement physique à Lyon pour HCFR. Et on découvre l'événementiel pour faire repartir la consommation. Voilà.
tout ce qu'on a économisé. Merci à tous ceux qui ont assisté au webinaire, en espérant que ça vous a plu à tous. Merci beaucoup. Et Cédric, qui nous remercie également, qui était très content d'assister à cette table ronde, je suis certaine. Bonne journée à toutes et à tous, à bientôt. Merci.